Donc la première exposé, c'est toujours le plus difficile, puisque c'est quand même le démarrage de la journée, donc j'espère qu'on va bien commencer. Et donc je vais commencer par vous parler de l'aptitude à la traite chez les petits ruminants. Donc les mamelles des petits ruminants, les chèvres, les brebis, c'est des mamelles comme les autres, mais pas non plus tout à fait comme les autres, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ici. Donc pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à ces mamelles? D'abord, c'est un outil de travail, les mamelles. Ce qu'on souhaite, c'est avoir une belle mamelle, une mamelle qui produise bien, si possible une mamelle qui se traite suffisamment vite pour essayer de limiter aussi le temps de travail. Et puis c'est une mamelle dont on aimerait que l'animal dure, et donc que cette mamelle dure. Donc c'est ces trois aspects que je vais essayer d'évoquer dans cette première présentation. Donc tout d'abord sur le développement de la mamelle. Donc il y a évidemment un certain nombre de points communs avec l'ensemble des ruminants laitiers, mais il y a aussi des différences de la part des chèvres et des brebis. Donc les points communs, c'est les trois principales phases physiologiques. Donc tout d'abord, il y a donc la mammogénèse, donc c'est le développement du parenchyme mammaire. Ce développement du parenchyme glandulaire, il se fait à 40% de la vie fétale jusqu'à la première gestation. Il y en a 50%, et donc c'est considérable, qui se produit pendant la première gestation. Et on a 10% pendant la première lactation, et donc c'est 10% qu'on va obtenir en plus et qui peuvent faire vraiment la différence en termes de niveau laitier ensuite. La deuxième phase, c'est la lactogénèse, donc ce qui correspond à la différenciation cellulaire, ce qui va nous permettre de mettre en place la phase lactée. Et là, le point important, c'est vraiment les premiers jours de la lactation, donc les 15 premiers jours. Et enfin, la galactopoïèse, c'est le maintien de l'activité cellulaire, ce qui va permettre d'avoir une bonne persistance laitière et de maintenir la production laitière tout au long de la lactation. En termes de mammogénèse, en fait, on a tout d'abord la mise en place d'un certain nombre de canaux chez les ruminants. Donc avant la puberté, on a un développement, on a une masse mammaire qui au départ grandit de manière assez synchrone, de manière assez similaire au reste du corps. Ensuite, ce tissu adipeux va se différencier petit à petit. Ça commence au niveau du treillon, il y a une zone de stockage qui se constitue. Et pendant toute la phase prépubère, on a surtout un allongement, une ramification progressive de tout ce réseau de canaux au sein du tissu adipeux. Après la puberté, on voit déjà que cette partie de développement des canaux s'est largement amplifiée. Donc la puberté, c'est vraiment une phase qui est extrêmement importante où la croissance de la mamelle va se faire de manière tout à fait majeure. Et enfin, au cours de la gestation, donc c'est là où petit à petit vont se mettre en place les systèmes sécrétoires avec tout le système lobulo-alvéolaire. Donc au moment de la puberté, on était sous la dominante d'un certain nombre d'hormones, hormones de croissance, œstrogènes. Au moment de la gestation, c'est la progestérone qui va intervenir notamment, et puis la prolactine. Et pour adapter finalement le potentiel laitier des animaux aux petits, eh bien, on a aussi l'intervention d'une hormone qui est synthétisée par le placenta, donc la lactogène placentaire, qui va contribuer à amplifier donc, en fonction des besoins le potentiel sécrétoire des animaux. Donc pour vous donner un petit peu une idée de l'importance de ces ramifications, donc là c'est une image d'un moulage interne de la mamelle d'une brebis, et vous avez la taille. Ici on voit que les plus gros canaux sont en fait à peine de la taille d'1 millimètre, et les petits canaux, donc ces petites arborescences qui se produisent, on est vraiment sur l'ordre du micron. Donc c'est vraiment des canalicules extrêmement fins. Un point important, peut-être au cours du développement. Donc j'ai dit qu'au moment de la puberté, c'était vraiment une phase où la mamelle se développait de manière extrêmement importante. Et vous avez ici deux images. Hop. Une image d'un animal qui a un état d'engraissement normal, et ici d'un animal qui est obèse. Et on se rend compte en fait que lorsqu'on pousse l'engraissement des animaux à cette phase de puberté, on inhibe le développement des canalicules fins, donc ils sont moins nombreux et ils se ramifient beaucoup moins. Ce qui fait qu'en fait, trop pousser les animaux au moment de la puberté, avoir un trop fort état d'engraissement, c'est limiter le futur potentiel laitier de ces animaux. Donc en fait, il faut toujours faire attention à cette phase-là. Globalement, en termes donc de structure de la glande mammaire, on a, on va dire, deux grandes parties. Donc on distingue ici une partie alvéolaire
qui correspond au tissu sécrétoire, au parenchyme sécrétoire, et une zone qui ressemble un peu à un gruyère, et on voit en coupe finalement des cavités, donc cavités citernales, des coupes aussi ici, des gros canaux galactophores. Puis au niveau du treillon, on va trouver donc la citerne du treillon et le canal du treillon. Vous l'avez ici en vrai sur une coupe de mamelles de chèvre. Là où se fait la sécrétion, en fait, ce sont des lobules, des acinies. Donc ça se présente comment? Ça se présente sous la forme d'alvéoles qui sont constituées d'une seule couche de cellules épithéliales. Une seule couche de cellules épithéliales, ça signifie aussi que c'est vraiment des zones qui sont extrêmement fragiles et qui, lorsqu'il va y avoir des lésions, que ce soit des lésions infectieuses ou que ce soit les traumatismes de la part du chevreau ou de l'agneau, ça pourra s'abîmer relativement facilement, donc se fibroser et laisser la place à un tissu cicatriciel. Ces alvéoles, elles sont entourées de toute une matrice qui inclut des cellules myoépithéliales qui sont contractiles, et puis il y a également un échange avec le sang qui est relativement important. Donc les cellules épithéliales vont sécréter le lait qui va commencer à être stocké dans la lumière alvéolaire. Donc on a d'abord un stockage alvéolaire, puis ensuite ce lait va transiter, va être transféré via les canaux intralobulaires pour rejoindre la citerne. Donc globalement, le lait se situe à deux endroits. On a un lait qui va persister au niveau alvéolaire, donc c'est le lait alvéolaire, et puis on a un lait qui a migré vers les citernes, donc le lait citernal. Chez les petits ruminants, globalement, brebis laitières, chèvres laitières, on arrive à avoir une proportion de lait citernal qui est relativement modeste. Chez la chèvre, par exemple, la citerne, elle représente 70-80% du stockage, du lieu de stockage du lait. Il n'y a que 20% du lait qui est alvéolaire. Après, chez la brebis, la part relative de lait alvéolaire peut différer d'une race à une autre. Et on va le voir ici. Donc là, vous avez deux coupes. Une coupe d'une mamelle de brebis de race à viande et ici d'une race laitière espagnole. Et on voit ici la différence de citerne. Ici une citerne moyenne, ici une beaucoup plus petite citerne. Donc des différences entre les deux races. Plus les races sont laitières, plus la partie citernale est développée. Là encore, en coupe, donc là c'est une brebis de race Lacaune, plutôt très forte productrice. On retrouve la partie alvéolaire et ici une partie citernale qui est extrêmement développée. Alors extrêmement développée, oui, mais vous aurez déjà constaté que cette mamelle, elle n'est pas très jolie. Et en fait, on a associé une conformation de la mamelle qui n'est pas forcément excellente et on va en reparler tout à l'heure. Ici, juste à titre de comparaison, on a donc des morphologies citernales qui sont différentes en fonction des espèces de ruminants. Donc vous avez là l'exemple de la vache laitière, de la chèvre, et puis d'un ensemble de différentes races de brebis laitières avec des tailles de citernes qui peuvent être très différentes. Ce qu'on sait, c'est que globalement, il y a un lien entre les dimensions globales de la mamelle et la production laitière. Donc on a une forte corrélation entre le volume de la mamelle et la quantité de lait produite. Le lien est un petit peu plus faible entre la distance entre l'avant et l'arrière de la mamelle et la production. La part ensuite, on a déjà commencé à l'évoquer, de lait citernal par rapport au lait alvéolaire va être différent en fonction des races. Donc là c'est deux exemples de brebis laitières en race Lacaune et en race Manchega. La quantité de lait au niveau alvéolaire est à peu près similaire. En revanche, on voit ici que la Lacaune a une quantité de lait citernal qui est beaucoup plus importante que la Manchega. Ces citernes, elles peuvent être, on se les représente assez facilement comme une énorme cavité. Mais vous avez déjà vu qu'il pouvait y avoir en fait des cavités au contraire multiples. Et donc on va distinguer des animaux qui ont une citerne très grande et d'autres où la citerne est beaucoup plus compartimentée. On trouve qu'il y a une corrélation en fait négative entre le nombre de cavités et le potentiel, l'aptitude au stockage du lait. Donc plus on a une grande citerne, plus on a des capacités de stockage du lait qui sont également importantes. La mamelle va avoir plus de facilité à se déformer, à se dilater.
Et chez nous, on trouve que c'est relativement intéressant parce qu'une mamelle qui se dilate davantage, c'est aussi une mamelle qui est capable plus facilement de faire de la monotraite. Donc quand on veut simplifier le travail et faire une seule traite par jour, ce sont des mamelles qui ont beaucoup plus de capacité de stockage et de dilatation. Quand on travaille sur une sélection globalement sur le niveau de production laitière, petit à petit, il y a quand même des conséquences négatives et on les trouve ici sur la forme de la mamelle. Donc là, vous avez des formes de mamelles en brebis lacone, ce qu'on obtenait dans les années 80 et 10 ans plus tard, après une sélection sur la production du lait, la production laitière, les quantités de lait. Et on se rend compte notamment que eh bien, la forme du treillon s'est un petit peu modifiée et on a ici une poche. Donc il est beaucoup plus difficile d'extraire le lait. Donc on a une proportion de lait d'égouttage qui augmente. Nous, c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup, notamment dans les Pyrénées. Sur les races des Pyrénées, on trouve beaucoup de mamelles qui ont des poches très grandes, au point qu'on utilise ici des crochets. Ces crochets sont utilisés pour suspendre la mamelle, pour remonter les poches, repositionner les treillons de manière à pouvoir mieux extraire le lait. Donc ça, c'est ce qu'on fait encore dans les Pyrénées. Face à ces évolutions-là, inutile de dire que dans le rayon de Roquefort, ils ont cessé de continuer, non pas à sélectionner sur la production, ça bien sûr ils ont continué, mais ils se sont rendus compte qu'il était aussi intéressant de s'intéresser à la forme des mamelles et à sélectionner simultanément sur des caractères de forme et de production pour ne pas en arriver à ce point. Donc quelques éléments sur cette première partie. Donc, la glande, elle se développe particulièrement donc, à la puberté, et donc j'insiste, hein, c'est vraiment un moment important où il faut éviter des engraissements trop importants à ce moment-là. Ensuite, pour le potentiel laitier, il y a tout un effet des hormones qui sont déchargées au moment de la tétée des premières traites pour un développement maximal du potentiel laitier. Et enfin, avoir en tête que des grandes citernes, ça facilite le stockage du lait, notamment sur des grands intervalles, donc ça va favoriser par exemple la monotraite. Mais quand on sélectionne sur ce potentiel laitier, il peut y avoir des dérives sur le plan morphologique. Ce qui m'amène à la conformation de la mamelle. Donc là, juste un exemple de mamelles de chèvres françaises extrêmement diverses. Et j'ai un collègue qui dit souvent que si la biodiversité est une richesse, alors la chèvre a un très fort potentiel en termes de richesse. Nous avons une forte biodiversité. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette conformation de la mamelle? C'est d'abord parce que on veut la traire, donc il faut une bonne aptitude laitière, on veut avoir une bonne éjection du lait, on veut éviter que les manchons treilleurs tombent ou glissent, on veut éviter qu'il y ait trop de lait d'égouttage, on vient juste d'en parler. C'est aussi essayer de limiter un petit peu le temps de travail. Pour les agneaux ou les chevreaux, c'est avoir une bonne mamelle aussi par rapport à la facilité de téter, et puis on veut une mamelle en bonne santé. Donc je vais commencer par la brebis avec ici des exemples de postes de pointage pour repérer les caractéristiques de la mamelle. Donc il y a différents critères qui sont régulièrement employés: la longueur du treillon, son angle d'insertion, sa position plus ou moins verticale, et puis ici des critères sur la profondeur de la mamelle. Là sur ces photos, c'est une classification qui a été faite où on voit ici des treillons vraiment horizontaux, puis des mamelles très peu différenciées avec de grandes poches. Ici, vous avez un sillon qui s'accentue, ici des treillons qui deviennent plus verticaux. Et la dernière catégorie, ce sont des mamelles qui sont complètement déséquilibrées. En France, à l'heure actuelle, on utilise aussi des pointages de la mamelle qu'on fait en général sur les premières générations, sur les premières lactations. Et il y a des critères qui sont communs à la fois aux brebis lacones et aux brebis des Pyrénées, et qui sont là aussi l'angle du treillon, le sillon et la distance entre le plancher, donc la base de la mamelle, et le jarret au niveau de la patte. Et on a des systèmes de notation qui vont de 1 à 9. Quand on utilise ces 3 critères et cet ensemble de notes, finalement, on arrive à distinguer 2 cas extrêmes. Pour nous, ici, la pire des mamelles, et ici, la meilleure. Celle qu'on recherche absolument. Eh bien, quand on compare ces 2 types de mamelles, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elles n'ont pas
le même potentiel en termes de santé. Donc là, je vais utiliser un indicateur qui sont les concentrations de cellules du lait. Et donc sur ces critères cellulaires, on arrive à faire un certain nombre d'index, on a des scores qui peuvent être déterminés. Et on se rend compte qu'on a des niveaux de scores qui sont très différents entre ces mauvaises mamelles et ces meilleures mamelles. En clair, les bonnes mamelles ont également, globalement, une meilleure santé. Je vais m'intéresser maintenant, non plus à la brebis, mais à la chèvre. Donc cette fois-ci, on est sur deux races principales, les deux principales races caprines françaises, donc l'alpine et la sannène. Et on a différencié un ensemble de profils de mamelles qu'on trouve chez nous et qui sont ici classés des mamelles les plus basses, avec les planchers les plus bas, aux mamelles les plus rondes et les plus hautes. On retrouve ces différentes formes de mamelles chez les deux races, mais en proportions différentes. Vous voyez qu'ici, ce type de mamelle-là est rencontré 2 fois plus chez l'alpine que chez la sannène. Alors, si je m'intéresse à ces formes de mamelles, c'est pas complètement pour rien, c'est pour un certain nombre de choses, et on va d'abord parler santé. Donc, les pointages des mamelles sont faits au cours de la première lactation. Donc là, vous retrouvez les 6 profils qu'on a vus tout à l'heure. Nous, on les a observés quelques temps plus tard, soit la même année, soit 2 ou 3 ans après. Et donc, on a examiné à l'inspection si le plancher de la mamelle était en dessus ou au-dessous du jarret. Et lorsqu'elles étaient vraiment très décrochées, quelle est la proportion d'animaux concernés? Eh bien 25% ici, à peine 3% ici. Ça jusque-là, c'est normal. Donc ça vous donne un petit peu le code couleur. Hein. Les pourcentages les plus élevés, c'est en rouge, les plus petits, c'est en vert. Et donc quand on regarde visuellement ce tableau, on voit qu'ici il y a beaucoup de vert, et ici il y a beaucoup de rouge. Ici, nous avons repéré les lésions chroniques du parenchyme les plus sévères. Et en France, on n'a pas toujours une très bonne qualité du lait, donc des mamelles avec des lésions sévères, on en a un petit peu beaucoup. Donc ici, des forts déséquilibres de la mamelle, au moins 3 ou 4 cm faciles de différence entre les deux côtés. Ici, des ganglions très réactionnels, donc un ganglion à la racine de la mamelle, très réactionnel, c'est une belle noix facile. Des indurations des deux côtés, donc un parenchyme très dur à la palpation. Et puis ici, la présence d'abcès. Alors les abcès, on les retrouve de manière assez équivalente un petit peu partout. Et vous voyez que globalement, les mamelles les plus basses sont celles qui, en fréquence, se retrouvent aussi avec plus fréquemment des lésions chroniques sévères de la mamelle. Et donc finalement, rien qu'en regardant la mamelle, avec la hauteur de plancher, on a finalement un indicateur qui n'est pas inintéressant des risques que peut avoir cette mamelle. Entre ces deux profils extrêmes, en termes de cellules, on avait des écarts de 300 000 cellules entre ces deux profils extrêmes. Donc c'est assez important. On s'intéresse aussi à la forme de la mamelle en relation avec les conditions de traite. Donc là aussi, hein, chez la chèvre, il y a beaucoup de poésie dans les images. Donc là, vous avez l'impact sur l'orientation des trayons. Normalement, ce qu'on cherche, c'est que le faisceau trayeur soit placé bien verticalement sous la mamelle, de manière à ce que le lait descende de manière gravitaire, doucement, sans problème. Donc là, évidemment, c'est plus compliqué. Ici, une mamelle qui touche presque le sol, évidemment, les faisceaux trayeurs sont mal positionnés. Cette mamelle, elle se vide, et en se vidant, elle se plisse. Et quand elle se plisse, il y a des entrées d'air. La mamelle de la chèvre, elle est très souple, elle peut s'étirer de manière importante. Et c'est ce qu'on voit ici, avec un trayon qui a été complètement aspiré, jusqu'à atteindre l'embouchure du tuyau courallé. On voit ici la marque. Et puis, comme on a des trayons qui sont parfois un petit peu dodus, eh bien, on a des manchons trayeurs qui ne sont pas toujours adaptés, et donc on a des zones de striction qui sont importantes. Donc s'intéresser à la forme de la mamelle et du trayon, c'est s'intéresser à toute cette interaction par rapport aux conditions de traite. Alors, par rapport aux incidents de traite, qu'est-ce qu'on a remarqué? Eh bien, ces mamelles-là qui ont des trayons en forme de pantoufles, elles ont davantage d'entrée d'air. Lorsque on a des mamelles qui sont plus basses, on peut le comprendre ici, on a aussi davantage d'entrée d'air. Lorsqu'on a des mamelles avec des poches, bien évidemment, elles nécessitent plus de manipulation. Et enfin, lorsqu'on a des mamelles qui sont un peu moins différenciées, avec un sillon qui n'est pas très net,
on a moins de grimpage, c'est-à-dire qu'on a moins souvent le manchon trayeur qui remonte le long du treillon. Donc en fonction de la forme de la mamelle, les incidents qu'on va pouvoir observer ne seront pas forcément tout à fait les mêmes. Les lésions qu'on va voir au bout du treillon ne sont pas non plus forcément les mêmes. Alors là, je vais parler des lésions du sphincter chez la chèvre, je n'en parle pas du tout chez la brebis, parce que, en tout cas, chez nos brebis françaises, il n'y a quasiment pas de lésions de l'extrémité du treillon. Donc c'est une problématique qui est vraiment plus caprine. Alors vous retrouvez les profils de mamelles de tout à l'heure. Et ce que vous remarquez, c'est qu'en face de chaque lésion du treillon, je ne trouve pas les mêmes groupes de mamelles. Donc toutes les mamelles ont des défauts, mais elles n'ont pas les mêmes défauts. Ces mamelles-là sont plutôt associées à des congestions, c'est-à-dire à l'afflux du sang à l'extrémité du treillon. Celles-ci vont plutôt avoir soit des anneaux de compression, soit être plus pincées. Alors, qu'est-ce qui fait leurs caractéristiques ? Eh bien, pour les premières, ce sont des mamelles qui ont des treillons un peu plus divergents, peut-être un peu plus courts, avec des mamelles qui sont plus rondes. Et ce qu'on suspecte, c'est qu'elles sont plus difficiles à brancher, et que d'autre part, la zone de massage n'est peut-être pas forcément la bonne pour des treillons peut-être un peu trop courts. Sur les autres types de mamelles, ces pincements et ces anneaux de compression, on va les trouver plutôt sur des mamelles qui sont moins bien attachées, avec des treillons larges et coniques. Et les pincements, on va les trouver sur des treillons qui sont plus longs et qui sont plus droits. À l'inverse, les anneaux de compression, on va les trouver justement sur ces fameuses mamelles chaussettes, mamelles pantoufles, voilà, qui sont plus fendues. Pardon. Quelque chose aussi d'intéressant, ce sont les kystes lactés. Donc les kystes lactés existent chez la chèvre et la brebis, mais chez la chèvre, ils sont situés à la racine du treillon. Ce sont des petites zones qu'on voit ici se former au cours de la lactation, qui sont assez souples au toucher. Parfois, il y a du lait qui sort directement de ces kystes. Et puis, dans un certain nombre de cas, on peut en avoir beaucoup. Et donc, ça forme des grappes. Donc là aussi, on a classé nos différents profils. Et qu'est-ce qu'on observe ? Pour le moment, le seul point intéressant qu'on ait noté, c'est que celles qui ont le plus de kystes lactés, ce sont des mamelles qui ont une mauvaise attache à l'arrière et donc qui ballottent, qui bougent beaucoup. L'hypothèse derrière les kystes, en fait, ce serait une action traumatique, une action mécanique de frottement, qui sur une zone qui en fait est très fragile, parce que cette zone à la racine du treillon et la paroi est beaucoup plus fine, il y aurait une souffrance tissulaire qui finirait par susciter la formation de sortes de hernies où le lait est emprisonné. Donc dans un premier temps, le lait continue à communiquer avec le reste de la mamelle, puis au bout d'un moment, ça peut se refermer complètement, et ce sont des zones qui ensuite peuvent se calcifier, ou encore parfois devenir des abcès. Ensuite, on a essayé de voir si ces lésions du treillon, systématiquement, elles étaient associées à des problèmes de nombre de cellules dans le lait. On n'avait pas forcément les comptages de cellules en même temps, donc on avait un écart d'environ 45 jours entre les deux mesures. Et on n'a pas vu grand-chose, sauf pour les kystes. Et là, on avait des différences significatives entre les situations où il n'y avait pas de kystes du tout et ceux où, comme ici, il y avait des kystes importants en grappe et des deux côtés. Et donc ce lien, le kyste au départ, c'est pas du tout un phénomène infectieux, mais on suppose que quand il y en a beaucoup et finalement on n'a plus la possibilité de poser correctement le faisceau trayeur, dans ces cas-là, les conditions de traite sont dégradées et ça peut susciter des risques d'infection qui sont augmentés. Pour un petit nombre d'animaux, on avait la chance d'avoir dans les 15 jours des niveaux cellulaires. Donc chaque graphique correspond à un type de lésion, avec ici un gradient d'intensité, et on voit, mais c'est extrêmement léger, que pour la majeure partie des lésions, le niveau cellulaire est plus important lorsque l'intensité de la lésion est également plus importante. Mais ça ne fait pas des grosses différences. Et le cas particulier, et j'y reviendrai assez fréquemment, c'est les congestions. Les congestions, vous voyez qu'en fait, là, mon graphe, il est inversé.
Mais il faut dire que les congestions sont observées surtout chez les jeunes animaux, c'est-à-dire les animaux les plus sains, et surtout aussi en début de lactation, au moment où les concentrations cellulaires sont les plus faibles. Donc pour les congestions, on a toujours plus ou moins des résultats un petit peu différents des autres types de lésions. Donc là, les différences en termes de cellules ne sont pas très importantes. C'est vraiment pour garder en tête que des lésions, c'est un marqueur de risque, mais évidemment, ce n'est pas directement une infection à tout coup. Il y a une notion d'exposition et de durée d'exposition qu'il faut prendre en compte. Je vais continuer sur des aspects génétiques, sur le lien entre la résistance ou la sensibilité aux mammites et les formes de mamelles. Donc ça, c'est un travail qui est fait en station expérimentale, qui est fait par l'Institut national de recherche agronomique en France, où ils ont des stations où ils ont développé des lignées d'animaux. Donc, en l'occurrence, sont des lignées divergentes sur les concentrations cellulaires. Donc ils ont des animaux très faibles en cellules et au contraire très forts en cellules. Et on a pu observer que les animaux très faibles en cellules, globalement, avaient été moins fréquemment infectés, moins longtemps et excrétés moins. Donc globalement, on va dire qu'ils sont résistants aux mammites et les autres plutôt sensibles. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux lignées? La largeur du milieu du trayon, donc des trayons plus larges pour les animaux qui sont sensibles aux mammites, la hauteur de la citerne, donc ces mamelles à poche dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment le signe aussi d'animaux qui sont plutôt plus sensibles aux mammites. On retrouve la position du plancher qu'on a déjà évoqué plusieurs fois. Et puis également l'angle de l'attache avant qui ici est moins important, qui est moins bon. Chez la brebis, même chose. Donc là aussi, des lignées divergentes qui se différencient comment? Donc là, on a ici la lignée sensible, une mamelle plus décrochée, avec plus de poches, une orientation des trayons qui est différente, et des trayons qui sont plus courbes et plus longs. Je vais maintenant en parler de l'éjection du lait, puisqu'on veut aussi une mamelle qui se traite vite. Donc un petit rappel sur le principe d'éjection du lait. Donc on a une stimulation, quand on stimule la mamelle, on agit sur des récepteurs au niveau mammaire, ce qui suscite un influx nerveux qui va remonter le long des nerfs mammaires, des nerfs lombaires et sacrés, de la moelle épinière. Cette information est reçue au niveau de l'hypothalamus. Au niveau de l'hypothalamus, il y a des noyaux paraventriculaires et supraoptiques, donc qui vont sécréter donc un neuropeptide, l'ocytocine, qui va ensuite être relargué par la partie postérieure de l'hypophyse et être transmis par voie sanguine pour favoriser ensuite l'éjection du lait. Donc, que se produit-il? Donc l'ocytocine pourra agir à différents niveaux. Elle peut agir directement sur la vidange des cellules épithéliales. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de récepteurs là-dessus. Elle agit surtout sur les cellules ici musculaires, myoépithéliales. Donc en agissant dessus, elle va provoquer leur contraction. Et ces cellules, en se contractant, vont finalement comprimer l'alvéole. Et donc favoriser le transfert du lait vers les canaux lobulaires qui eux-mêmes vont se dilater avec des cellules qui se raccourcissent. Donc cette ocytocine, elle va donc nous aider à transférer le lait alvéolaire vers la citerne, en sachant que de manière générale, ce transfert il est toujours facilité lorsqu'on a des très grandes citernes. Donc ici, un exemple de décharge d'ocytocine chez la brebis, à deux périodes différentes, brebis lacone. Après la stimulation, en gros, la décharge d'ocytocine, elle a lieu au bout d'environ 30 secondes. Et on peut considérer que ça agit pendant les 2 minutes qui suivent. Au bout de 2 minutes, l'ocytocine n'a pratiquement plus d'effet. Il n'y a pas de proportionnalité entre l'importance de la décharge d'ocytocine et le débit du lait. Donc c'est particulièrement vrai chez la chèvre. Donc là, c'est illustré au travers de ces 4 graphiques. Donc vous avez 3 courbes à chaque fois, la quantité de lait cumulée en bleu, l'éjection du lait en jaune avec à chaque fois une phase de latence, un débit qui augmente, un plateau plus ou moins, puis une phase de décroissance. Et ici en rouge, il y a les courbes correspondant aux décharges d'ocytocine. Donc vous voyez ici 2 décharges importantes, l'une qui est associée à un débit également élevé, là pas du tout. Ici il y a un débit élevé et une décharge d'ocytocine relativement modeste,
Et là, pas de décharge d'ocytocine du tout. Donc globalement, l'ocytocine est essentielle pour l'éjection du lait, mais elle n'est pas la seule à intervenir. Et c'est particulièrement vrai pour la chèvre qui nécessite moins que d'autres peut-être une stimulation directe de la mamelle. Donc cette ocytocine, elle reste essentielle. Donc pour vidanger le lait, ce qui va permettre aussi de faciliter la sécrétion ultérieure. En récupérant le lait alvéolaire, elle récupère aussi plus de matière grasse, parce que ce lait alvéolaire est plus riche en matière grasse. Ça permet de surcroît de raccourcir le temps de traite. On a vu que les effets n'étaient pas proportionnels à la quantité d'ocytocine, spécialement pour les grandes citernes. Chez la chèvre, donc, une décharge d'ocytocine qui est sans doute moins importante, mais ça signifie qu'il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte, et on va en parler juste après. Et puis cette décharge d'ocytocine, elle est favorisée dans un certain nombre de cas. On peut la favoriser ou au contraire l'inhiber. Il y a d'autres facteurs que la stimulation mécanique qui peuvent agir. Il y a bien sûr des stimulations auditives, olfactives. Par exemple, le fait de sentir des fesses de carnivores, c'est inhibiteur pour l'éjection du lait. À l'inverse, l'alimentation, c'est quelque chose qui au contraire va faciliter l'éjection d'ocytocine. Et il y a un chercheur d'AgroCampus Ouest en France, Pierre-Guy Marnet, qui nous disait que lui, ce qu'il remarquait, enfin, son indicateur de bonnes conditions de traite, de décharge d'ocytocine réussie, c'était le fait de voir les animaux ruminer. Et lorsqu'il y avait moins de 50% des animaux qui ruminaient en salle de traite, eh bien, il commençait à s'interroger sur la qualité des conditions de traite. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'il y a un agneau ou un chevreau qui est sous la mère? Eh bien, la préférence va toujours vers le jeune. Donc la décharge d'ocytocine pendant la tétée, elle est toujours plus élevée et elle a au contraire un effet inhibiteur sur ce qui peut se passer au moment de la traite. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, chez nous, dans le rayon de Roquefort, où on a des périodes où on a en même temps de l'allaitement et de la traite. Donc toujours une préférence pour le jeune. La présence du jeune, en tout cas au moins chez la brebis, j'ai pas d'expérience chez la chèvre, ça semble relativement favorable. C'est-à-dire qu'à force de massage avec la langue du treillon, on modifie les tissus et ce sont des treillons qui vont finalement devenir plus résistants et notamment plus résistants à l'effet de la machine à traire. Bon, après, la présence des jeunes, parfois, c'est aussi très agressif et lorsqu'il n'y a pas beaucoup de lait et qu'il y a plusieurs petits et qu'on tire sur la mamelle, c'est quand même des périodes où on peut avoir des mammifères cliniques en plus grand nombre. Donc tout n'est pas parfait, mais cet aspect-là est sans doute intéressant quand même. En termes de courbe d'éjection du lait, donc là on est chez la brebis, 3 exemples. Donc ici un seul pic, ici ce sont des courbes d'éjection du lait avec 2 pics, une partie où le lait citernal a été donné puis le lait alvéolaire, et ici avec un plateau. Donc retrouvé chez 2 races, la Lacone et la Manchega, mais avec des proportions relatives de ces différents types de courbes qui sont différents. Donc là, on vient de parler de la brebis, je vais vous parler de la chèvre. Et chez la chèvre, on a fait un ensemble d'études aussi sur l'éjection du lait en recueillant des informations par ce type d'appareil, là, le lactocordeur, qui permet d'avoir toutes les 3 secondes, 0,3 secondes même peut-être, des points sur les débits. Et donc on a essayé de modéliser les courbes d'éjection du lait. Donc vous retrouvez ce que je vous ai déjà présenté tout à l'heure, une phase de latence, une croissance avec un débit qui augmente, une phase qui s'apparente à un plateau, puis une phase de décroissance qui peut se faire ici avec une étape intermédiaire qui pourrait correspondre à la vidange d'un des côtés par rapport à l'autre. Donc on a examiné les courbes d'éjection du lait pendant plus d'1 an chez près de 6000 chèvres. Et on a pu différencier des chèvres très très longues à traire, plus de 6 minutes, et d'autres moins, donc moins de 6 minutes. Ce cas-là, ce sont des chèvres qui sont presque anormalement longues à traire. Parfois, ça pouvait durer jusqu'à 10 minutes de traite. Les courbes ne représentent toutefois que 4% de l'ensemble des courbes. Donc, je ne vais pas en reparler plus tard, mais on a ça aussi avec des animaux très très longs. Pour les courbes les plus courtes, donc moins de 6 minutes, on avait 2 situations, soit un seul plateau, soit ce plateau intermédiaire. Et en tant que vétérinaire, quand j'ai vu ces courbes à 2 plateaux avec une vidange d'un côté puis de l'autre, je me suis dit c'est forcément associé
un déséquilibre visuel de la mamelle. Donc bien sûr, on a vérifié, et pas du tout. En fait, bien sûr que ces mamelles très déséquilibrées avaient plus fréquemment que les autres des courbes en forme de plateau. Mais ce sont vraiment les conditions de traite qui influent spécialement sur la définition de ces paliers. Donc maintenant, je vais m'intéresser plus particulièrement aux courbes à un plateau. Et donc là, on a établi 9 groupes qui sont classés en fonction de la durée de traite. Courte, longue. Déjà, est-ce qu'il y avait un lien entre la forme des mamelles et l'éjection du lait? Ben, il n'y avait pas grand-chose à voir. Éventuellement, ces chèvres-là, avec des temps de traite plus courts, avaient peut-être des mamelles un peu plus hautes, des trayons un peu plus fins, un peu plus droits. Mais honnêtement, on n'a pas vu d'éléments sur la mamelle, morphologiquement, qui nous permettent de dire celle-là, on va vite la traire, et celle-là, elle est au contraire longue à traire. En termes de temps de traite, pour avoir des ordres de grandeur, hein, pour la chèvre, on est sur 2 minutes 30 à peu près. Pour les chèvres les plus rapides, aux alentours de la minute. Et puis ici, dans ce dernier groupe, on était plutôt aux alentours de 5 minutes. Alors on se dit, ben, les mamelles qui donnent plus rapidement leur lait, évidemment, on va gagner du temps à la traite, c'est très bien. Ben, peut-être pas. Parce que finalement, en termes de temps de surtraite, ce qu'on a observé, c'est que la surtraite de ces animaux-là, c'était plutôt 10 secondes. Et celle-là, 40 secondes. Et 40 secondes de surtraite, quand on est trait en à peine 1 minute, c'est quand même extrêmement considérable. En fait, c'est un peu comme s'il y avait un temps un peu incompressible et qu'on ne peut pas aller trop de l'avant pour diminuer le temps de traite. Donc aller vers des temps de traite très courts et éventuellement des débits très élevés, c'est peut-être pas forcément une bonne solution. Quelles sont les caractéristiques associées à ces différentes formes d'éjection du lait? Bien ici déjà, en France, on avait à peu près 15% de ces chèvres très longues à traire. C'est aussi des animaux, c'est sans doute pour ça qu'on les garde, qui ont beaucoup de lait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de noter qu'ils ont des débits qui sont à peine de 2 millilitres par minute. Donc c'est pas rapide comme traite. C'est un débit qui est relativement faible, et ça c'est intéressant comme indication quand on veut régler, paramétrer les dépôts automatiques. On définit un seuil en dessous duquel eh bien, il va y avoir un décrochage, et certains chercheurs ont proposé 1 millilitre par minute. Mais si je mets 1 millilitre par minute, ces chèvres-là, je ne peux pas les traire. Pour ces courbes ici, il y a des différences. On a ici des courbes avec des débits relativement faibles, et ici au contraire, débits élevés. Ces courbes avec des débits élevés, il y avait des niveaux de production qui étaient tout à fait convenables. Mais le point commun entre ces 3 grands ensembles de courbes, c'est que les niveaux cellulaires sont également plus élevés que les autres. Donc globalement, des temps de traite courts associés plutôt à des mamelles qui ont plus de problèmes d'infection mammaire. Je vous ai dit tout à l'heure que l'ocytocine c'était intéressant, mais notamment chez la chèvre, c'était pas le seul paramètre qu'il fallait prendre en compte. Et donc là, ce qu'on va regarder, c'est le lien avec les caractéristiques du sphincter. Donc là, ce sont des courbes de production de lait cumulé. On arrive à peu près au même niveau à chaque fois. La différence entre ces courbes, c'est que l'ouverture du trayon pour démarrer l'éjection du lait se fait plus ou moins rapidement. Donc si on regarde ici ces animaux qui ont donné leur lait un peu plus vite, eh bien le sphincter du trayon s'est ouvert au bout d'à peu près 8 secondes, et pour l'ouvrir, on a appliqué un niveau de vide qui était de 25 kPa. A l'inverse, pour ces chèvres qui étaient beaucoup plus longues à démarrer, l'ouverture du sphincter s'est faite au bout de 24 secondes et il a fallu 36 kPa. Ça aussi, c'est un élément intéressant par rapport au réglage des installations de traite. On est, en tout cas en France, sur des paramètres de 36-38 kPa. Vous voyez que ces animaux-là, pour qu'ils donnent leur lait, il faut vraiment être à ces niveaux-là. Plus bas, ils vont pas, leur sphincter ne va pas s'ouvrir. Ce qui vous montre quand même globalement qu'il y a un lien entre la rapidité d'ouverture et derrière le débit de la mamelle et la tonicité, la facilité qu'a le sphincter à s'ouvrir plus ou moins facilement. Donc là, ce sont les mêmes animaux, et vous voyez ici les courbes d'éjection du lait, les différentes formes, et là, l'épaisseur des trayons. Donc on retrouve les mêmes animaux, hein, donc les animaux qui avaient un petit peu de mal à livrer leur lait, qui commençaient à donner du lait au bout de plus de 20 secondes,
on les retrouve ici. L'épaisseur du trayon, 0,8 mm. À l'opposé des animaux qui ont des débits beaucoup plus élevés, qui ont donné beaucoup plus rapidement leur lait, épaisseur des trayons, 0,2. Ce qui vous montre qu'il y a dans les capacités à l'animal en termes de débit, derrière, il y a des caractéristiques vraiment notables sur le trayon lui-même, à la fois en termes de tonicité et aussi en termes d'épaisseur. Et ce sont des paramètres qui sont largement aussi importants chez la chèvre que l'ocytocine. Maintenant, quel est le lien? On retourne sur de la génétique. Le lien entre les débits de lait et les cellules. Eh bien, toujours sur nos deux races, alpine et saanen, on a regardé les corrélations génétiques entre le débit obtenu à la première minute, en sachant que toutes les variables de débit sont très corrélées entre elles, et puis un certain nombre de caractères. Les caractères laitiers, les corrélations sont faibles, pas de problème. Sur la forme de la mamelle, les corrélations génétiques sont modérées, et elles ne sont pas les mêmes en fonction de la race. Et enfin, sur les cellules, la corrélation est très forte et elle est très défavorable. Donc, en gros, des débits élevés, c'est une prédisposition génétique aux infections et à un plus grand nombre de cellules. Et ça, c'est pas particulièrement marqué pour la race alpine. Chez la brebis, même type d'observation. Donc là, ça a été fait sur des brebis des lignées divergentes. Et on a regardé entre ces lignées, avec beaucoup ou peu de cellules, comment elles se distinguaient sur un certain nombre de paramètres d'éjection du lait, et notamment les temps de latence, donc le délai au bout duquel l'animal donne son lait, est plus important pour les animaux résistants aux mammites que pour les animaux sensibles aux mammites. Et inversement, donc en fait, les débits sont évidemment plus faibles chez les animaux résistants aux mammites. Derrière des variations de débit, il y a aussi des conséquences sur les conditions de traite. Donc cette fois-ci, on va se passer en laboratoire. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits sur mamelles artificielles. Mamelles artificielles, c'est pratique, on peut faire varier tous les paramètres. Et donc, notamment, on peut faire varier le débit du lait. Donc là, 3 ensembles de courbes, 1 demi-litre, 1 litre et 2 litres par minute. On peut aussi placer des capteurs, et on va les placer à différents endroits, donc à des positions qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, juste sous le trayon artificiel, au niveau du collecteur, au niveau de la griffe, et également au niveau de l'embouchure, donc en haut du manchon. Donc ça vous donne à chaque fois 3 ensembles de courbes. Et vous avez ici la succession de la pulsation avec les périodes de massage et de succion. Ce qu'on observe, c'est qu'on a des variations, des fluctuations de vide qui sont cycliques. Plus intéressant, c'est que ces fluctuations cycliques, elles sont très augmentées lorsque le débit de l'animal, notre animal virtuel, augmente. Donc globalement, un animal qui a un débit de lait plus important, c'est un animal qui subit sous le trayon des fluctuations de vide beaucoup plus importantes, et donc des risques accrus de glissement des faisceaux, d'engorgement, voire même de flux inversé de lait. Lien maintenant entre les cinétiques d'éjection du lait et les lésions des trayons. Je mets toujours à part mes congestions, mais globalement, lorsque la durée de traite augmente, là par contre, toutes les lésions ont tendance à augmenter aussi. L'inverse est vrai pour le débit de traite, et lorsque la production de l'animal augmente, toutes les fréquences de lésions sont également augmentées. Donc les congestions, toujours à part, parce qu'aussi les cinétiques d'éjection du lait des primipares sont un peu différentes de celles des adultes. Donc le dernier élément, je vous ai dit, on va parler aussi de la mamelle qui dure, donc parlons de longévité. Donc là aussi, je vais surtout parler de la chèvre, parce que c'est quand même là où j'ai le plus de références. Vous avez des mamelles avant et après traite. Il y a des mamelles qui sont gonflées, ici de manière uniforme, et dont la forme se maintient au cours du temps, après la traite. Ici, elle est gonflée uniformément, mais sa forme n'est pas maintenue. Et ici, enfin, elle est surtout gonflée en partie citernale, et on voit qu'elle s'est complètement vidée et plissée complètement. Et donc, sa forme n'est pas du tout maintenue. Donc, il y a une variabilité du comportement de la mamelle entre avant et après la traite qui dépend en partie de la forme de la mamelle. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire.
on a un certain nombre de conseillers qui ont fait des pointages de mamelles juste avant la traite et juste après la traite, et on a mesuré les différences observées. Bien, comme la mamelle est pleine, une fois qu'elle se vide, forcément il y a moins de poids de lait et donc la mamelle remonte. Et parallèlement, les trayons sont moins étirés, donc ils remontent également. Donc on a une remontée du plancher mammaire et un raccourcissement des trayons entre avant et après la traite. Ce qu'on a remarqué, c'est que ces modifications, elles étaient plus grandes chez les prémipares, sans doute parce qu'elles ont une peau qui est plus élastique. Et peut-être qu'avec le vieillissement des tissus, on a moins ce genre de réaction au cours du temps. Ensuite, la manière dont ces mamelles se comportent dépend de leur forme initiale. Si je reprends là, mes fameuses mamelles comme ça en forme de pantoufle, eh bien elles bougent dans tous les sens. Ça monte, ça se raccourcit, ça s'étire, le plancher remonte. L'amplitude des variations est extrêmement importante. Ça peut remonter de plus d'1 centimètre de hauteur. Alors que ces petites mamelles-là, elles bougent quasiment pas. Donc il y a vraiment une très grande différence en fonction de la forme de mamelle initiale. Et immanquablement, ce qu'on retrouve ici, c'est aussi plus d'entrée d'air. Donc vraiment plus d'entrée d'air en relation avec ces déformations importantes au cours de la traite. Maintenant, au cours du temps, la mamelle qui vieillit, ça donne quoi? Donc là aussi, on a fait des pointages de mamelles au fil des ans, sur 2 ou 3 ans. Et ce qu'on remarque, c'est que avec le vieillissement, on a des mamelles qui sont moins attachées, donc le plancher devient plus bas, et elles se décrochent. Donc on a des attaches qui deviennent moins bonnes. Et à côté de ça, les trayons finissent par s'élargir et par s'étirer. Et donc voilà, en fonction de l'âge, ce sont des évolutions qui sont plus ou moins marquées. Donc je dirais qu'en synthèse, il est effectivement très important de travailler globalement sur la mamelle. Si on veut sélectionner, avoir du lait, ça veut dire qu'il faut s'intéresser globalement à la production, à la composition du lait, mais ne pas travailler sur ces critères-là isolément. Il faut forcément travailler simultanément sur la conformation de la mamelle, sur la santé de la mamelle, puisqu'on voit que ça ne va pas forcément toujours dans le même sens. Et puis, en France en tout cas, on commence à réfléchir à d'autres paramètres qu'on ne sait pas forcément comment intégrer encore aujourd'hui, qui sont la longévité de la mamelle et sa capacité de déformation, puisqu'on se rend bien compte qu'il y a certaines mamelles qui, plus que d'autres, vont subir des variations de vide et des entrées d'air. Voilà. Madame Descrémeaux. Assurément, je suis persuadée qu'il y a des questions dans la salle. On a prévu une période de questions d'une 20aine de minutes pour pouvoir échanger avec Madame Descrémeaux. Donc, à vous la parole, Président, avec le dire assez fort, s'il vous plaît. Moi, une grosse question, là, c'est le lien que vous faites entre le débit rapide et les problèmes qui s'ensuivent. Oui. Il est relié directement à la surtraite. Non, pas qu'à la surtraite. Non, vraiment, pour moi, la relation entre les débits rapides et tous les problèmes, c'est la surtraite. Oui, mais bon, après tout, on pourrait mettre en place une dépose automatique et régler le souci. Donc ça, c'est pas... Voilà, mais c'est vraiment lié notamment aux fluctuations du vide qui sont vraiment importantes. Vous voyez qu'il ne se passe pas du tout... Quand on règle la machine d'une manière donnée, on a vraiment des animaux qui en fait subissent pas du tout le même niveau de vide. Et derrière les fluctuations du vide, c'est des risques de transmission active des bactéries. Donc très clairement, il y a beaucoup plus de risques d'incidents pour des animaux qui ont des débits rapides. Et après, il y a le lien génétique. Indépendamment de toute autre chose, il y a un lien génétique avéré entre des débits rapides et une susceptibilité aux infections qui est plus grande aussi. Moi, j'avais 2 petites questions, en fait. La première... Excusez-moi, est-ce que c'est possible que les gens se présentent? Oui, on peut. Je peux prendre le micro aussi, si vous voulez, qu'on entende mieux les questions. C'est correct. Marie-Pierre Poulin, agronome, en production ovine. Vous avez parlé au début de la monotraite. J'avais une petite question au niveau de l'incidence des mammites. Avez-vous observé une augmentation des infections de la glande mammaire avec juste une traite? Parce que ça fait une pression plus grande au niveau du pied, donc je ne sais pas si ça peut... Alors, j'ai pas une réponse complète.
parce que la monotraite, je vais parler d'abord de la brebis. La monotraite en France, elle est quasiment pas interdite, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a des règles, notamment pour la fabrication du roquefort, qui font qu'on demande à ce que ce soit une traite 2 fois par jour. Donc il n'y a pas beaucoup d'éleveurs de brebis, par exemple, qui utilisent la monotraite. Et on n'a pas vu dans les essais, parce qu'ils ont quand même fait des essais sur ce sujet, il n'y a pas eu d'effet très délétère. Chez la chèvre, on a un peu plus d'expérience, parce que chez la chèvre, on fait plein de choses très drôles. Dans un premier temps, en fait, les premiers essais avaient montré des différences en termes de cellules plus importantes chez les jeunes. Mais c'était à nos démarrages de la monotraite. Et à l'époque, les prémipares avaient été mises en monotraite tout de suite. Et vous avez vu qu'en fait, la mamelle, elle continue à se développer au moment du démarrage de la lactation. Donc aujourd'hui, plus personne ne ferait ça. Une prémipare, il faut continuer à la traire en bitraite pendant au moins 2, 3, 4 semaines. Et après seulement, on la passe en monotraite. Donc dans ce cas de figure-là, dans les essais, ils avaient observé plus de cellules chez les prémipares en monotraite. Après, il y a eu d'autres essais qui montraient aussi un écart, mais cette fois-ci chez les adultes. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études, donc ça ne nous permet pas, ça peut être un peu contradictoire. Ce qu'on a observé récemment, c'est dans nos très grandes bases de données, on a regardé des élevages qui faisaient que de la monotraite et des élevages qui faisaient que de la bitraite. Et on a une petite différence négative pour les élevages qui sont en monotraite. Mais je ne sais pas d'où ça vient, parce que quand on dimensionne une installation de traite, on prend en compte le nombre d'animaux, le rythme de traite, le nombre de pauses, de déposes, on regarde la quantité de lait livré, qui s'écoule à un moment donné, et les machines à traire, elles sont dimensionnées avec des calculs qui sont faits pour 2 traites par jour. Et brutalement, il y a des gens qui vont se mettre à traire 1 fois par jour, avec des durées de traite qui sont augmentées. La chèvre, on passe de 2 minutes 30 à 5-6 minutes, avec des débits qui sont différents, des temps de pause qui sont différents. Et je soupçonne que les machines à traire n'ont pas forcément été réfléchies pour un bon écoulement du lait dans des conditions de monotraite. Donc, je ne sais pas si c'est lié à la monotraite ou aux conditions dans lesquelles on a mis les animaux qui sont mis en monotraite. Je n'ai pas de réponse. Ce que je sais, c'est que ce petit différentiel qui est négatif par rapport à tous les autres facteurs qu'on a pu observer, même l'effet de la race par exemple, c'était presque rien. J'ai l'impression que la chèvre s'en tire très très bien. OK. Et ma deuxième question, c'est au niveau de... Vous avez montré un graphique pour les niveaux d'ocytocine. Oui. J'ai vu qu'il y avait une différence entre l'automne et le printemps, sûrement dû à cause de la photopériode. C'est juste un exemple de courbe, donc en fait il n'y a peut-être pas forcément tant que ça de différence, de différence en termes de quantité d'ocytocine. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la quantité d'ocytocine, elle n'est pas forcément déterminante, parce que la décharge d'ocytocine, elle est bien supérieure au seuil nécessaire pour favoriser l'éjection du lait. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a quand même des différences entre l'automne et le printemps, et que notamment la production laitière est meilleure dans des jours croissants que dans des jours décroissants. Donc ça a sans doute un impact, je ne sais pas si c'est un impact direct sur la décharge d'ocytocine, mais c'est de fait un impact sur l'éjection du lait et la quantité de lait. Okay. Est-ce que les producteurs devraient ajuster leur matériel en fonction des saisons pour si déjà ils ajustaient en fonction de ce qu'on sait, si déjà elles étaient toutes bien réglées et que c'était bien ajusté en fonction de ce qu'on connaît du troupeau, parce que moi je trouve que la difficulté dans un élevage, c'est qu'on a des animaux très hétérogènes et donc on n'arrive pas forcément à avoir un réglage qui va bien pour tous les animaux. Donc déjà, je pense qu'il faut travailler sur la forme des mamelles, avoir des troupeaux peut-être un peu plus homogènes. C'est pas les cloner, les chèvres, c'est pas ça, ou les brebis, mais quand même avoir quelque chose qui soit moins biodivers. Et on pourrait peut-être déjà adapter les réglages aux caractéristiques du troupeau avant de les adapter à la saison. Et un autre point peut-être même intéressant, si on avait beaucoup d'automatisme, donc là je suis en train de rêver, mais c'est de les régler en fonction de prémipares, multipares. On voit bien que les prémipares, elles réagissent beaucoup plus à la traite, elles sont plus fragiles, enfin, elles sont en train de découvrir ce que c'est que la traite et les traumatismes de la traite. Et donc si on pouvait avoir une modulation des réglages déjà en fonction
primipare, multipare, ça serait bien. Bon. Rémi Hudon, producteur et administrateur au PFCQ. Au niveau des trayeuses retrait automatique, à quel débit minimal vous recommanderiez de mettre Ça, c'est une question que les Français se posent tout le temps. Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre parce qu'en fait, on est justement face à cette très forte diversité de temps de traite et de débit de traite. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un chercheur en France qui avait recommandé 1 millilitre par minute. Il disait de toute façon, les chèvres, si elles n'arrivent pas à suivre ce rythme-là, eh bien, on les élimine et puis finalement, on aura des traites plus homogènes et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, c'est réglé pour les chèvres à 150. Mais je ne sais pas si c'est optimal et vraiment, on a envie de faire des recherches plus approfondies là-dessus pour essayer de mieux déterminer les seuils. Et un autre point aussi, nous, qui nous marque sur les dépôts automatiques, c'est qu'elles sont difficiles à contrôler. Il y a différents systèmes de dépôts automatiques, et même aujourd'hui en France, par rapport à la diversité de ces systèmes, on n'a pas non plus toutes les techniques pour bien les contrôler. Et notamment, on les contrôle mieux en ligne basse, et c'est beaucoup plus compliqué en ligne haute, parce qu'en ligne haute, le lait remonte sous forme de bouchon, et donc pour les capteurs, c'est beaucoup plus difficile de repérer ces variations de débit. Donc, dans les observations qu'on fait sur le terrain, on se rend compte que on a parfois plus de surtraite dans les élevages qui ont mis en place une dépose automatique que dans les élevages qui font de la traite manuelle. Et donc ça nous interroge beaucoup, mais derrière, c'est pas parce que la dépose automatique, c'est pas bien. Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais il faut qu'elle soit bien réglée, effectivement, mais qu'il faut que sa maintenance soit bien faite. On se rend compte que nous, nos éleveurs, ils achètent ça, et puis après, c'est pas contrôlé, on ne sait pas comment ça fonctionne, puis après, il y a un poste qui va plus, puis 2, puis 3, et puis ils mettent ça en manuel, et au bout d'un moment, on a quelque chose qui n'est pas correct. Donc, c'est vraiment voilà, bien utiliser la dépose automatique, et veiller au nettoyage de la machine à traire, parce que les capteurs de débit, il faut qu'ils soient très propres pour pouvoir mesurer le débit. Si on a une machine qui est encrassée, on ne mesure pas le débit correctement, et donc la dépose ne se fait pas bien non plus. Donc la dépose automatique, elle pose beaucoup de questions très diverses. Deuxième question, au niveau des races, vous parlez de la comparaison alpine-Saanen, si j'ai bien compris, il y aurait une belle corrélation avec la race alpine, avec un peu plus de cellules somatiques. Alors oui et non. Okay. Le lien, effectivement, le lien était plus fort en termes de dégradation pour le débit chez la race alpine. Mais globalement, la race alpine a de bien meilleurs résultats cellulaires que la Saanen. D'un point de vue prédisposition génétique, la Saanen est beaucoup moins bonne que l'alpine. Voilà, c'est le lien génétique, la corrélation génétique débit-cellule qui est moins bon chez l'alpine, mais pour tout le reste, l'alpine s'en sort beaucoup mieux que la Saanen. Par sa conformation, sûrement, c'est un peu... parce que la forme de la mamelle n'est pas pareille, les débits ne sont pas les mêmes. Là, effectivement, elles sont plus basses, elles sont plus charpentées, elles sont... Enfin, en tout cas... en tout cas, en France, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une corrélation négative aussi forte entre l'augmentation de la production et les niveaux cellulaires chez la Saanen, alors que ce lien génétique défavorable, il était moins important chez l'alpine. Merci beaucoup. Avec plaisir. Richard Bourassa, vétérinaire. Vous avez mentionné à quelques reprises pour les conditions de traite. Oui. Vous parlez que la régulation est un indice. Mais vous étalez un petit peu plus. Est-ce que les conditions de traite vous attardez sur vous au niveau de la condition de la machine ou de la façon dont les animaux sont manipulés? Je crois que je ne vais pas vous répondre. Parce que c'est un peu l'exposé qui vient après. Et donc on va en reparler tout à l'heure. Et si je synthétise très rapidement, pour moi les conditions de traite, je le redirai, hein, c'est 3 choses. C'est l'animal. Donc là on a surtout parlé de l'animal. C'était l'objet de la première présentation pour mettre un peu la table sur la journée. Et puis après il y a forcément la machine, bien entendu, mais il y aura un autre intervenant qui va en parler très bien aussi. Et puis le trayeur, donc c'est les 3. C'est vraiment l'interaction entre les 3. Merci. Avec plaisir.
suis Laurie, agronome dans le secteur de la Beauce. Ma question, en fait, c'est plus savoir si, dans les études, ils prennent en compte s'il y avait de l'arthrite ou pas. Non. Il y en avait pas. Non. Personne n'a regardé. Après, c'était par rapport au KF ou c'est ça? Notamment au virus de l'arthrite encéphalique. Bon, donc non, on n'a pas regardé et on n'a pas beaucoup de références là-dessus, en sachant qu'on n'est pas des modèles en France. Hein. On a vraiment à peu près, je pense, 90% des élevages qui ont ce virus dans leur exploitation. Et les gens essayent juste de vivre avec. Donc, bon, c'était pas forcément des élevages. Là, en l'occurrence, dans tous les travaux qu'on a fait, ce sont plutôt des élevages qui sont très techniques, avec un très bon encadrement technique, qui font en général de la génétique, sinon on n'aurait pas toutes les informations. Et généralement, ces éleveurs-là, ils ont moins fréquemment de problèmes sanitaires de type de ce virus-là. Mais ils doivent en avoir quand même un peu comme les autres. Josiane Garneau du ministère de l'Agriculture du Québec. Je veux savoir, vous avez eu dans peut-être une ou deux diapos un comparatif avec la traite avec le chevreau. Oui. Est-ce que vous avez à quelque part dans vos études aussi des groupes contrôles qui sont uniquement en traite, mettons, naturelle pour comparer? Parce qu'il y avait quand même une bonne différence avec non, j'ai pas ça. Après, c'est vrai que en France, globalement, autant on laisse les agneaux sous les mers, donc on a des références chez la brebis, mais essentiellement comme ça, parce que c'est pareil, notamment dans le rayon de Roquefort, c'est une obligation d'avoir un mois où il y a allaitement traite, donc les gens font ça. Voilà. Et à l'inverse, en chèvre, ils essayent d'avoir le lait le plus vite possible, donc assez souvent, notamment à cause du virus de l'arthrite encéphalique caprine, souvent ils retirent les chevaux, et donc on n'a souvent pas la comparaison, ni dans les mêmes élevages, mais même pas non plus d'un élevage à un autre. Donc j'ai pas des références là-dessus. Vous avez parlé de la automatique. Comme on sait qu'une grande diversification entre la morphologie des animaux, si on veut avoir en fait la automatique, est-ce que vous faites rebrancher les traîneuses pour ceux qui ont mettons, un plancher plus bas ou une réserve de système plus bas, ou de uniformiser la traite? Alors, dans les élevages qui ont des systèmes de dépose automatiques, les animaux qui, en général, sont très longs à traire, par exemple, sont connus des éleveurs et, en général, ils mettent le système en manuel pour pouvoir les traire. Ils les branchent souvent en premier et ils les traient de manière manuelle. Ce sont effectivement des animaux qui posent problème globalement pour la dépose automatique. Est-ce que vous connaissez l'impact sur les même s'il semble avoir de l'eau indirecte, et si on la repose pas, c'est difficile d'avoir ce type d'information parce qu'on n'a pas l'enregistrement de la pratique de l'éleveur. Souvent, il ne le fait pas pour tous les animaux. Ils ont tendance à rebrancher, à repasser sur quelques animaux seulement, et cette information, souvent, on ne l'a pas. Donc, voilà, il y a un délai, souvent, ils sont décrochés, ils reviennent, ils branchent. Je pense pas que j'ai d'image là-dessus dans la présentation de tout à l'heure, mais on essaye de convaincre les gens que la plupart du temps, il ne faut pas rebrancher, voilà, et que souvent ça ne sert juste à rien, parce qu'on a quelques images, mais pas beaucoup, où quand on a rebranché, on se rend compte que l'animal est tout de suite avec des fluctuations de vide qui évoquent une surtraite. Et donc en vérité, on récupère vraiment rien. Voilà. Mais après, les très longs à traire, parce que j'ai quand même vu des chèvres qui étaient traites en 10-12 minutes, en fait, on voit leurs débits qui sont très faibles, des manipulations permanentes des éleveurs qui, ça tombe, ils remettent, ça tombe, ils remettent, ils remassent. Et, en fait, c'est des animaux, elles sont peut-être très laitiers, mais c'est ingérable comme... Ouais. Il n'y a pas d'autres questions pour Mme Decrémont? Oui, monsieur. On parle de conformation. Je me demandais comment ça se passe en France sur le plan genre de schéma génétique, parce que quelque part, j'imagine qu'il y a des orientations de filières qui sont prises. Oui.
Alors, je vais parler des différents cas de figure. En Caprin, il y a un pointage qui est fait sur 4 ou 5 paramètres qui rentrent, qui permettent de constituer un index combiné morphologique qui lui-même est intégré dans un index combiné global. Et donc ensuite, bon, ça reste quand même des petites filières, donc on a un seul schéma global, quel que soit, enfin pas quelle que soit la race, c'est quand même distinct entre alpine et saanen, mais la logique est la même. Et donc on met à l'intérieur de cet index global commun des aspects de production pour continuer tout le temps à améliorer la production, des éléments de composition du lait. On a diminué récemment la part de la conformation de la mamelle parce que on a introduit une part de concentration cellulaire. Donc il a fallu essayer de trouver le moyen d'éviter de continuer à dégrader le potentiel génétique vis-à-vis des cellules. Et donc, bon, ils voulaient quand même continuer à beaucoup augmenter la production, donc ils ont un petit peu diminué le poids de la morphologie. Chez la brebis, 2 cas de figure. Il y a les Lacaune avec le rayon de Roquefort et les Pyrénées. Dans le rayon de Roquefort, la morphologie, elle a été introduite depuis longtemps. Vous avez vu les images, ils se sont assez vite rendus compte que avec l'augmentation des niveaux de production, ils étaient en train de dégrader les formes des mamelles et que ça n'allait plus du tout. Donc ils ont vraiment introduit ça depuis maintenant plusieurs années. Ça fait plus de 10 ans, je pense, maintenant qu'on a une sélection globale qui introduit d'ailleurs aussi la santé de la mamelle et les cellules. Dans les Pyrénées, jusqu'à encore il y a 2 ans, il n'y avait pas de pointage des mamelles. Donc il n'y avait pas d'information, donc il n'y avait pas non plus d'index. Et je pense que les index vont peut-être paraître pour la première fois cette année. Donc c'est quelque chose de récent. Et on a effectivement des mamelles beaucoup plus belles dans le rayon de Roquefort par rapport aux Pyrénées où on a des poches. Est-ce que les index pour les chèvres ont été modifiés à cause que par chez vous aussi les cellules somatiques augmentent depuis 20 années? Depuis 25 ans, elles augmentent. C'est une dégradation terrible. Oui, mais elles n'ont pas été introduites très tôt. C'est relativement récent, ça doit faire depuis 2013-2014 à peu près, parce que pendant très longtemps, il y a eu une énorme réticence vis-à-vis de l'indicateur, et donc les cellules étaient considérées par les professionnels comme quelque chose qui n'avait pas de sens, donc ils n'en voulaient pas, donc ils ne voulaient pas travailler là-dessus. Donc on a commencé les études sur la qualité du lait à peu près en même temps que la brebis Lacaune et les chèvres. En brebis Lacaune, ils sont tout de suite saisis du sujet. Ils ont travaillé sur la régie du troupeau, sur la génétique, ils ont bien avancé. Et ma foi, je crois qu'ils ont bien amélioré leur situation. Et en Caprin, on a dit, oh là, c'est un indicateur qui est pouf, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne va surtout pas travailler là-dessus. La régie du troupeau, oui, un peu, mais quand même, il vaudrait mieux produire plus de lait. Et résultat, on voit bien la différence d'évolution entre les deux. Ça s'est énormément dégradé dans nos élevages. Voilà, j'ai un peu honte de parler de nos résultats. Dans les élevages français, ils sont à plus de 2 millions, 2,5 millions en moyenne de cellules en caprin. C'est pas très bon. Il disait qu'en utilisant la nouvelle indice, je ne sais pas si là, en changeant la proportion sur les cellules somatiques, ça va être encore mieux. Si on utilise dans la alpine les boucs avec un facteur améliorateur, on devrait s'attendre à une baisse de 20 000. C'est ça, exactement, tout à fait. C'est tout à fait ces chiffres-là, 20 000 cellules en alpine par an et 11 000 en saanen. Oui, mais c'est par rapport à nos chiffres millionnaires, c'est quand même pas grand-chose. Ça veut dire quand même qu'il y a un travail de fond à faire sur la régie du troupeau, un travail à faire sur la génétique, c'est indiscutable, je partage complètement ça, mais sur la régie du troupeau, il y a un énorme travail à faire, c'est considérable. Il faudrait mieux que ça s'améliore un peu plus vite, mais oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mme Decamou? Alors, merci beaucoup pour cette excellente conférence.